me suis retrouvé PDG de multinationale à 34 ans, complètement athée, voire anti-religion. Est-ce que tu peux du coup nous replonger dans le jour où tout a basculé? J'avais une lampe rouge allumée en moi, vraiment, qui disait n'y va pas. J'arrivais au moment de ce surplomb, à la descente, donc à environ 18 mètres de haut, l'amarrage a cédé au sommet. Quand ça s'est arrêté, je me suis senti aspiré comme par un tunnel de lumière verticale. Elle m'a dit mais tu peux redescendre, on a toujours le choix. J'étais mieux là que j'étais sur terre en bas. J'ai réalisé que le bonheur ne viendrait pas par ma réussite extérieure. J'ai vécu l'enfer à partir de là. J'ai vécu les 2 pires années de ma vie, vraiment. Mais j'ai aucun regret. Et je suis ravi d'accueillir dans l'émission Éric Pession. Éric, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Rémi, avec plaisir aussi. Si ça te va, j'aime bien rentrer directement dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous parler de ta vie avant ton expérience de mort imminente? Alors ma vie avant, l'expérience de mort imminente, c'est assez court puisque j'ai eu cet accident quand j'avais 17 ans donc voilà. Mais j'ai grandi dans les Alpes, dans une famille avec un père moniteur de ski et guide de haute montagne donc tout mon intérêt dans la vie était tourné vers le sport et le sport de haut niveau et j'espérais devenir un champion de ski ou d'escalade, voilà. Ça, c'était ma vie, donc j'étais encore au lycée, en terminale, voilà, quand j'ai eu mon accident. Et quelle était ta relation spirituelle à la religion? Est-ce que tu as eu une éducation très religieuse ou pas forcément? Tu y avais jamais pensé? Complètement, athée, voire anti-religion, et spiritualité. J'avais même pour l'anecdote mon grand-père, maternel qui, en 1941 avait refusé d'aller faire le STO, donc il avait pris le maquis en Bretagne, mais en 1941, il y avait moins de monde qu'en 1945 et il avait été dénoncé plusieurs fois par les curés en Bretagne. Donc lui, il avait alors une haine complète, pour tout ce qui était curé et religion et donc on avait été éduqués un petit peu là-dedans. Donc moi, j'étais pas dans la haine du curé, je connaissais pas spécialement, mais voilà. Donc c'était non, là, on vraiment très, très loin de la spiritualité et des religions. Est-ce que tu peux du coup nous replonger dans le jour où tout a basculé? Qu'est-ce qui s'est passé? Alors on est en 1985, 22 août, je viens de passer, environ 3 semaines à grimper, dans le sud de la France avec des copains. Pendant ces 3 semaines, c'est moi qui étais le leader un petit peu de la cordée, qui organisait les choses et cetera. Puis ça, c'était le dernier jour. Moi, j'avais, décidé que j'avais réalisé tous mes objectifs. Donc ce jour-là, je ne voulais pas, faire d'escalade. Mes copains, eux, voulaient encore faire une dernière voie qui était très jolie, très esthétique. On appelle un surplomb, c'est-à-dire une voie où on monte, voilà, sous la pente, c'est très joli, qui était pas très difficile, mais qui était très spectaculaire. Donc je les ai accompagnés au pied de la voie. Il y en a un qui a installé la corde et puis ils sont montés et puis après ils m'ont dit: «Ben, comme la corde est installée, est-ce que tu veux pas, la faire finalement?» Et j'avais une lampe rouge allumée, en moi, vraiment qui disait: «N'y va pas». Je n'ai pas écouté, cette lampe rouge, j'y suis allé, donc je suis monté, j'ai passé le passage, clé, très facilement. Au-dessus, c'était de mauvaise qualité, pas le rocher, mais il y avait de la terre et cetera, donc ça n'avait aucun intérêt, pour l'escalade. Donc je ne suis pas allé jusqu'au sommet, j'ai commencé à redescendre sur la corde. Le problème, c'est que le copain qui avait installé la corde au sommet avait fait une erreur technique, il a fait quelque chose qu'il ne faut absolument pas faire et donc arrivé, au moment de ce surplomb, à la descente, donc à environ 18 mètres de haut, l'amarrage a cédé au sommet. Voilà, donc on a entendu un grand Le «pan». cauchemar de tous les gens qui font de l'escalade. Évidemment, donc voilà, je suis tombé donc de 18 mètres environ, au sol, hein, sur les rochers en bas, puis après j'ai roulé, dans le ravin. Heu, Quand ça s'est arrêté, je me suis senti aspiré comme par un tunnel de lumière verticale, une colonne de lumière. Je me suis senti monter dans cette, lumière. C'était plutôt une sensation agréable, d'ailleurs, vraiment et j'étais même plutôt tranquille. Et arrivé à, 30 ou 40 mètres de haut, je ne sais pas exactement, je me suis retrouvé face à mon arrière-grand-mère. Alors mon arrière-grand-mère, je me suis posé la question après pourquoi elle, c'était, l'une des rares personnes décédées que je connaissais bien, en fait. Elle me gardait quand j'étais petit, elle était morte 8 ans avant environ et c'est vrai que j'avais pas connu beaucoup de personnes, qui étaient mortes, heureusement d'ailleurs, c'est plutôt normal à 17 ans. Mmh. Elle était un peu au-dessus de moi, elle était,
un peu évanescente. Elle avait pas un corps solide évidemment, mais elle avait les traits de mon arrière-grand-mère tels que je m'en rappelais. Je pense qu'après coup, on quand c'est comme ça, c'est plutôt une énergie qu'on a en face et cette énergie, on la traduit dans notre référentiel avec les images qu'on avait de la personne. Donc Mmh. je lui ai demandé ce qui se passait, parce que j'étais un tout petit peu surpris d'être là. Elle m'a dit et on se parle pas avec les mots, c'est de la télépathie, on pourrait dire, elle m'a dit: «Mais c'est fini». Je lui ai dit: «Mais qu'est-ce qui est fini?» Elle m'a dit: «Ben, regarde en bas» et donc j'ai regardé en bas. J'ai vu mon corps allongé et j'ai vu, ce qui se passait autour. J'ai vu mes 2 camarades qui approchaient du corps. J'ai vu une autre personne que je ne connaissais pas, que j'avais pas vue, qui s'approchait aussi. Donc c'est d'ailleurs intéressant parce que par la suite, j'ai pu dire, bah, qu'il y avait ce monsieur qui était venu et les copains me disaient: «Mais c'est pas possible que tu l'aies vu puisque ton corps avait les yeux fermés». Je dis: «Oui, mais j'étais pas dans mon corps, j'étais au-dessus», donc voilà. Mmh. Voilà ce qui me fait dire que j'ai peut-être pas complètement, affabulé. Et quand tu dis: «Tu vois», est-ce que tu le voyais comme on se voit aujourd'hui? Oui, Ça oui, il y oui, avait un oui, côté vraiment. très physique et réel à Oui, l'expérience? autant mon arrière-grand-mère, je la voyais pas, je la voyais Mmh. évanescente, autant le corps, je voyais vraiment comme si, j'aurais regardé aujourd'hui quelque chose qui était 30 mètres, en dessous de moi, quoi, voilà. OK. Et donc j'ai dit à ma grand-mère: «Non mais je peux pas, il faut que je retourne, j'ai des choses à faire». J'ai pensé à mes parents, ma sœur. J'ai eu des images, souvent on dit dans les accidents, les gens voient le passé de leur vie. Moi, j'ai plutôt vu un peu le futur. C'est plutôt comme si ce que j'avais à faire, sans précision. Aujourd'hui, je pourrais pas vous dire ce que j'ai vu, tu vois? Je peux pas te dire ça, mais pour moi, c'était des images devant et qui me disaient: «Non, tu dois continuer, tu dois redescendre». Donc j'ai dit à ma grand-mère: «Non, non, mais il faut que je redescende». Elle m'a dit quelque chose alors qui agace parfois les gens, dans des conférences, qui ont perdu, des proches. Elle m'a dit: «Mais tu peux redescendre, on a toujours le choix». C'est important pour moi, c'était vraiment un choix, le choix de redescendre ou de rester là et d'aller ailleurs. Sachant que, l'atmosphère où j'étais là, que je sentais autour de moi était très agréable, c'était très aimant, c'était très enveloppant. J'étais mieux là que j'étais, sur terre en bas, quoi. Et donc je lui ai dit: «Non, je redescends» et là je me suis ressenti tomber une nouvelle fois dans mon corps. Mon corps a eu un soubresaut, et là j'ai ouvert les yeux et j'ai dit: «J'ai mal». C'était logique puisque après il s'est avéré que j'avais 21 fractures, dans le corps, dont des vertèbres, et cetera. Donc oui, c'était normal que j'aie un peu mal, quoi, voilà. Mmh. Voilà cette expérience. Eh ben, eh ben, eh ben et quand tu es revenu justement, est-ce que tu t'en es rappelé tout de suite? Est-ce que tu as tout de suite gardé un souvenir très vif de cette expérience-là ou c'est revenu un petit peu après avec le temps? Alors dans un premier temps, je m'en rappelais bien, mais ma préoccupation elle était pas là. Ma préoccupation était, est-ce que je vais pouvoir remarcher? Parce que j'avais 5 vertèbres fracturées, en plus longitudinalement, donc il y avait des vrais doutes, hein. Les pompiers médecins qui sont venus me chercher, ont dit: «De toute façon, il ne remarchera plus, il faut l'emmener», plus le matelas coquille a été percé, les hélicoptères ont pas pu venir me chercher parce qu'ils étaient allés, chercher des gens, en montagne qui marchaient en basket sur des glaciers, donc ils m'ont trimballé en camionnette de pompiers sur 80 kilomètres. Enfin, ça a été, épouvantable. Et j'ai très clairement entendu, la médecin, c'était une femme, au chef des pompiers: «De toute façon, il marchera plus, mais au moins il faut l'emmener maintenant, on peut plus attendre, quoi», voilà. Donc ma préoccupation pour moi qui était obnubilée par le sport, c'était: «Est-ce que je vais remarcher? Est-ce que je vais pouvoir, refaire, du sport de haut niveau ou pas?» Enfin voilà, c'était ça. Et donc cette histoire de NDE, elle était très clairement, en tête pour moi, elle était là, mais c'était pas le plus important de la faire, quoi. Et c'est simplement des années après, quand, j'ai entendu parler, c'était, La vie après la vie du docteur Moody's, là qui dont on m'a parlé et qui me parlait de cette expérience. Je me dis: «Beh, ça ressemble beaucoup à ce que j'ai vécu». Donc là, j'ai acheté le livre de poche et je l'ai lu et je me suis dit: «Bah, ressemble, ouais, vraiment énormément à ce que j'ai vécu, à ma façon, quoi», voilà. Mais voilà, ça a pas les gens m'en parlent souvent, ça n'a pas changé ma vie immédiatement. Par contre, ce que j'explique, c'est que pour moi, ça a semé des graines pour le futur. Comme quoi par exemple? Comme le fait que quand j'ai commencé un chemin personnel, hem, une démarche de oui, de spirituelle pour moi, là, on est, 18 ans plus tard, à peu près 17 ou 18 ans plus tard, ben, Mmh. cette anecdote m'est revenue assez vite et j'ai senti que, ben, que
cette histoire m'avait enlevé, la peur de la mort, par exemple, ce qui est pas c'est pas un détail, chez l'être humain Mmh. et avait nourri, des choses que je savais quand j'étais vraiment tout petit, c'est qu'il y avait autre chose, après la vie, quoi. Après la mort, en tout cas, pardon, il y avait pas tout n'était pas terminé, donc ça, c'est juste comme une pièce de puzzle qui est venue s'additionner, à d'autres choses. Mais c'est pour moi, une expérience, parmi d'autres. Mmh. Quand tu es revenu et que tu t'es rappelé du coup de cette expérience au tout début, comment est-ce que toi tu l'as perçu? Est-ce que tu t'es remis en question un tout petit peu? Est-ce que c'est un figment de mon imagination ou dès le départ, c'était clair et net que c'était une expérience vécue et que c'était ta réalité? Pour moi, c'était clairement une expérience vécue Parce que parce que j'imagine que cette ta histoire tête a probablement pris un bon coup, pas trop non, non? OK. Bah, en non, même temps, non, pas heureusement, trop, parce que trop. si tu tombes de 18 mètres et que c'est la Ouais, tête qui prend, ouais. à mon avis, il reste Non, pas heureusement grand-chose. que je suis tombé, au moment où il y avait ce fameux surplomb, donc j'étais debout dans ce qu'on appelle le baudrier, donc je Mmh. suis tombé debout sur mes pieds. C'est pour ça qu'il y a mon pied gauche, a pris, 15 fractures à lui tout seul, Mmh. donc j'étais plutôt debout. Donc la tête a pas trop ramassé, en tout cas, c'est pas dans cette expérience. Si ma tête a ramassé, c'est pas là, mais non, blague à part, oui, cette histoire, elle était claire parce que, j'avais eu cette vision du haut où je voyais ce qui se passait autour de mon corps en bas. Donc ça pouvait pas être, j'avais lu à une époque certains scientifiques, bien pensants disaient, «CNDE, c'est simplement de la chimie dans la tête ou du courant électrique qui se passe et qui émet des choses». Mais dans ce cas-là, comment je peux avoir vu quelque chose qui se déroulait à un moment où mon corps physique avait les yeux fermés? Moi, je suis pas là aujourd'hui pour convaincre qui que ce soit de ce que j'ai vécu et encore une fois, je dis pas c'est la vérité, mais voilà ce que j'ai vécu et le fait d'avoir pu voir des choses alors que mon corps avait les yeux fermés, m'indique que c'est pas complètement une folie, purement cérébrale. Et est-ce que ton arrière-grand-mère t'a dit autre chose à part: «Tu as le choix de redescendre»? Non, non, plus non, 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 voilà, non, non, vraiment. Parce qu'au moment où j'ai dit: «Non, je dois descendre», hop, je suis redescendu immédiatement et je ne l'ai jamais entre guillemets «revue», peut-être tant mieux d'ailleurs, c'est peut-être signe, que c'est mieux pour ma vie de qu'elle pour l'instant elle revienne pas. Mais c'était chouette aussi parce que, par exemple, c'est quelque chose qui est en moi, que j'ai vu pour des amis, au moment où ils décédaient, par exemple, de graves maladies. J'ai vu à quel point on était aussi attendus et accompagnés par des gens qu'on a aimés, pour, ce passage qui n'est pas évident, qui est la mort. Mmh. Et quand tu dis qu'aujourd'hui tu n'as plus peur de la mort, je crois que c'est effectivement une des peurs, importantes qu'a les gens. Je crois qu'il y a 2 composantes. Tu as peut-être la composante de, ben, on ne sait pas ce qu'il y a après et s'il y aura quelque chose après et ça fait un peu peur. Mais je crois qu'il y a aussi, le côté de la peur de la souffrance. On n'a pas envie de souffrir au moment de la mort. Hem, Quelle est toi ta compréhension? Est-ce que c'est juste, bah, je sais qu'il y a un après, je sais pas quoi forcément, mais je sais juste qu'il y a quelque chose qui vient après et c'est suffisant pour me rassurer? Alors, d'abord, ce qui est important et ça peut peut-être aider des gens, qui sont proches de la mort ou qui ont peur de la mort pour eux ou pour des proches. Hem, je me suis senti bien mieux de l'autre côté que de ce côté-ci. C'est-à-dire qu'une fois que j'étais en dehors de mon corps, Et l'environnement ça, que je c'est en temps sentais, normal ou de ce côté-ci, après l'accident? Parce que c'est pas compliqué d'être mieux que quand on a, je sais pas combien d'os cassés. je dirais que non, non, même d'aujourd'hui, maintenant, là, alors que tout va bien dans ma vie et que je suis très Ouais. heureux dans ma vie, c'était autre chose. Il y avait moi je dirais aujourd'hui une vibration, un environnement qui était, très aimant, qui était très entourant. Il y avait aucune peur, aucune souffrance, c'était très simple. Donc vraiment, ça, je pense que de l'autre côté, on y est très bien. Ça ne veut pas dire que j'ai envie de mourir, j'ai plein de choses à faire ici, je suis très heureux sur terre, mais ça me dérangera pas d'être de l'autre côté où on est très bien. Et après, bah, effectivement, là, on relève un peu plus de la foi ou des croyances et cetera. C'est-à-dire qu'après, avec l'expérience, tout un travail personnel, un cheminement personnel que j'ai fait, j'ai vu, par exemple, que je pense être des vies passées que j'ai eues. Donc Mmh. pour moi, il y a plus non plus de peur. C'est-à-dire pour moi, j'ai la certitude que, après la mort, on passe un peu de temps, entre 2 mondes pour faire le bilan de notre vie, pardon, sur terre. Un bilan, pas un jugement, c'est-à-dire qu'on regarde un peu, ce qu'on a fait de bien ou de mal. Est-ce qu'on a été quelqu'un qui globalement a construit ou quelqu'un qui a détruit? Et puis ensuite, bah, on reviendra, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle «À l'école de la vie». On reviendra à l'école de la vie, c'est-à-dire, travailler sur les choses qu'on n'a pas réussi à faire, comme il faut, dans cette existence-ci, quoi. Donc pas une punition, pas un sens de karma, punisseur, mais plus quelque chose de constructif
ce qu'on n'a pas réussi, on redouble, on revient et on refait, dans des circonstances peut-être un tout petit peu différentes, les mêmes exercices, en espérant que cette fois on y arrive, quoi. Je veux bien que tu nous plonges un petit peu dans cette expérience de vie passée pour toi, si ça te va. Comment est-ce que c'est arrivé? Est-ce que c'est quelque chose que tu as recherché? D'abord, il y en a eu, je sais pas, je dois avoir vu une vingtaine de vies passées, hein, donc voilà, il y en a pas eu qu'une, donc il y a la façon dont c'est venu, il y a plein de choses différentes, voilà, d'expériences différentes et ça peut aller de méditation, effectivement, alors pas d'hypnose pour moi, mais une méditation, c'est un tout ça, c'est cousin, c'est des techniques qu'on utilise, qui étaient des techniques de centrage sur soi, d'essayer de justement de laisser partir, notre cérébral pour aller vers plutôt des choses ressenties. C'est des fois arrivé comme ça, mais d'autres fois et souvent, c'est arrivé à travers, des voyages, concrets, hein, d'être dans des pays et de se dire: «Oh là, là vrai oui, je reconnais». J'ai vraiment l'impression, d'avoir vécu ici et les énergies dégagées par les gens, enfin la façon de vivre et cetera, me parlent, énormément quoi, vraiment. Et puis il y a eu d'autres fois aussi, par les rêves, ou par les choses dans le sommeil qui sont venues. Prendre une anecdote, si je peux me donner une anecdote très concrète, hein, je vivais en Suisse à l'époque. C'était une période où je faisais un travail personnel, mais pas axé sur les vies passées. Voilà, j'essayais globalement de m'améliorer en tant que personne et en pleine nuit, je me réveille avec une odeur, de brûlé. Je me dis: «Mais la maison brûle», donc je saute du lit, mon ex-femme me demande ce qui se passe. Je dis: «Mais là, tu sens pas l'odeur de brûlé?» Elle me dit: «Non, pas spécialement», donc je fais le tour de la maison en courant. Puis il y avait rien. Je me dis: «Waouh, c'est vraiment bizarre» et l'odeur, elle était vraiment très prenante. Bon, donc je me couche, je me rendors et je pense qu'un quart d'heure, 20 minutes après, je me réveille dans le même état avec la même odeur donc à nouveau le tour de la maison et il y avait rien, il y avait pas d'incendie et c'était une odeur particulière parce que c'était une odeur avec, quelque chose d'un peu sucré. Donc je me demandais pourquoi, enfin, tant que je suis allé méditer, je me suis dit: «Ça sert à rien de se recoucher» et là, j'ai vu, vraiment tout de suite, une vision d'une vie où, j'étais un petit, péruvien ou bolivien, donc voilà, je vois l'Amérique du Sud, je revenais du marché où j'avais été avec, mes 2 lamas et j'imagine que j'avais vendu, mes 5 ballots de laine contre, 3 patates, et cetera. Enfin vraiment, on était des miséreux et en fait, je rentrais dans mon village qui était un peu éloigné et quand j'arrivais, tout brûlait. Les conquistadors étaient passés, avaient tué tout le monde. L'odeur que j'avais en tête, c'était, ma femme et mes enfants qui brûlaient avec mes voisins, ma famille et c'était cette odeur-là qui était venue me prendre le nez, quoi, vraiment. Et ça, c'était, je peux vous dire, c'était vraiment un choc. C'est tellement fort que qu'on peut pas avoir de doute sur le fait qu'on l'ait vécu. Mmh. C'est pas ju On se dit: «C'est pas une vue de l'esprit» et puis cette odeur, donc c'était intéressant pour moi aussi. C'est la seule fois que ça me l'a fait, fort comme ça, c'est de voir que nos sens ont enregistré les expériences, et jusqu'à vraiment même l'odorat, quoi, voilà, pas que la vue, pas que la vision. Donc ça, c'est une Et drôle sur le moment, d'expérience. est-ce que tu avais je sais pas, est-ce que tu avais regardé un film ou quelque chose qui c'est parfois on a Non. des rêves et c'est un peu Ouais, ouais, l'expérience, j'entends. de la journée qui peut influencer le rêve. Est-ce que toi, tu avais Non, genre non, dès le départ ou tu as même pas eu cette réflexion-là parce que tu savais que c'était différent, intrinsèquement? non, non, là, il y avait pas de alors je me suis quand même posé la question évidemment, je suis pas quelqu'un qui plane complètement, je fume pas, des joints, je ne drogue pas, je bois pas d'alcool, donc voilà, c'était pas un délire. On pourrait dire, je comprends qu'il y a des gens qui doutent et qui se disent, voilà, il a juste rêvé et voilà, mais c'était tellement fort, c'était tellement dans mes cellules que oui, ça a été, c'était incroyable quoi, vraiment. C'était, et pour aller jusqu'au bout de l'anecdote, celle qui était ma femme dans cette vie passée, je l'ai recroisée dans cette vie-ci. Elle est venue dans un de mes stages et je l'ai reconnue et on s'est reconnus quelque part, voilà et on a reconnu pas, on se voyait que le visage de cette époque, mais il y avait un lien, de cœur qui existait entre nous, voilà, c'était quelque chose de chouette Et quand quoi. tu dis: «Tu l'as reconnue», est-ce que physiquement elle ressemblait ou tu Non, ressens non, une pas. résonance ou tu sens qu'il y a déjà un vécu? Oui, c'est plus ça, c'est plus la résonance vécue. Non, non, elle a pas une tête de péruvienne ou de bolivienne et moi non plus. Non, non, c'était ça vraiment, j'ai une autre anecdote comme ça, si ça Ouais, t'intéresse super aussi, mais intéressant. qui était assez incroyable. J'avais une amie, qui était, malade d'un cancer, incurable, tumeur au cerveau et avec un petit groupe, de copains-copines, on avait décidé de partir une semaine avec elle, en Tunisie en hiver, histoire de prendre une semaine tranquille, sortir un peu de l'hôpital, enfin voilà. Donc on était partis comme ça
et donc on est dans un joli hôtel avec sa petite piscine et cetera, à Djerba, là, c'était très agréable. Et dans les couloirs, de l'hôtel, en permanence, je butais sur une femme, française qui visiblement parisienne, qui était là avec son mari, ses enfants. Mais à chaque fois, boum, je tombais sur elle et à chaque fois, ça me faisait quelque chose au niveau du cœur. Mais je parle pas de drague, je parle vraiment, ça m'ouvrait le cœur. Donc c'était quand même très, très, très touchant et à un moment à la piscine, elle était là, elle n'était pas avec ses enfants, donc tranquillement je vais la voir et je lui dis: «Bah, je voulais juste vous dire qu'à chaque fois que je vous croise, ça me touche et ça m'émeut» et en lui le disant, j'ai les larmes qui me montaient aux yeux, mais vraiment, mais quelque chose de beau, comme une retrouvaille. Alors elle était surprise, elle me dit: «Ah merci», enfin je sais plus ce qu'elle me répond, puis je la laisse tranquille. Vraiment, j'étais pas là pour la draguer, j'étais pas là pour l'importuner, vraiment il y a aucun souci là-dessus. Et le soir même au buffet, comme ça se fait dans ces hôtels, j'étais derrière quelqu'un qui s'enlève et là, hop, je retombe à nouveau face à elle, qui était avec ses enfants en train de se servir et elle me dit: «C'est incroyable ce que vous m'avez dit cet après-midi ou ce matin, ça m'a bouleversée». Elle me dit: «Mais vraiment, ça m'a touchée, waouh, c'est incroyable». Et puis, voilà, chacun va dans sa vie, moi je partais le lendemain, je voulais pas l'embêter et troubler sa vie et donc après en méditant, j'ai vu et c'était chouette, on avait été, en couple, une belle histoire d'amour, au temps de Gengis Khan en Mongolie, voilà. Et je pense que cette retrouvaille était fait pour, ouvrir, un peu, mon cœur, le sien, enfin qu'on soit touché à quelque chose. Voilà une retrouvaille, mais on s'est juste croisés. Je pense que cette femme, je la reverrai jamais et je lui souhaite d'être heureuse avec, son mari, ses enfants, enfin vraiment il y a pas de problème là-dessus. Mais c'était quelque chose d'extrêmement émouvant, de ouais, de vraiment, touchant et qui m'a fait du bien aussi pour la suite, quoi, voilà. Voilà, genre d'histoire. C'est vrai que ça, et probablement moi ça résonne énormément et probablement la plupart des gens dans l'audience aussi. C'est on a toujours eu une personne où tout d'un coup où il y a l'accroche directe. Heu, Certains pourront dire que c'est juste un bagage commun, mais là, voilà, peut-être que la question c'est, jusqu'où est-ce que va ce bagage commun? Est-ce qu'il y a pas quelque chose derrière? En tout cas, ça fait rêver, ça fait réfléchir. Quand tu parles de l'expérience du enfin le souvenir en tout cas de cette vie au Pérou, qui est assez traumatisant, je pense. On Oui, pourrait oui, tous oui, être oui, d'accord tout à fait, là-dessus, ouais. surtout quand tu parles de souvenirs très, viscérales de l'odeur, Ouais, de la ouais, famille tout à qui fait, ouais. brûle. Comment est-ce que tu as intégré ce souvenir-là? Et pourquoi est-ce que tu penses que ce souvenir-là est revenu à ce moment-là, de cette manière-là? D'abord, c'était une période de travail, personnel intense, donc moi, pour moi, d'élimination de mémoire passée, donc c'est remonté là. Forcément, ça a travaillé aussi, des mémoires d'injustice, en fait, pour moi, parce que on était vraiment des miséreux. On n'était ni des soldats, ni des combattants, ni des gens à piller. On n'avait rien, enfin vraiment, que le minimum pour survivre. Donc c'était gratuit. C'était vraiment, pour s'amuser, on massacre, dans un village et donc je pense qu'elle est remontée cette mémoire, par exemple, à un moment où je travaillais ça. L'injustice, c'était quelque chose qui m'avait beaucoup pesé, mais je pense que je ne suis pas le seul non plus, dans ce cas-là et Mmh. donc on m'a donné, je pense, cet exemple pour me montrer que ce sentiment ou ce dégoût de l'injustice était quelque chose qui venait aussi du passé et qui était quelque chose là, c'était aussi l'abus, hein, l'abus de pouvoir, du fort sur le faible et cetera. C'était un moment où je travaillais ça et donc ça revenait, je pense, pour illustrer, parce que ça doit pas être la seule fois où j'ai vécu ça, mais attention, pour moi aussi, j'ai aussi été abuseur par moment, j'ai aussi été, le bourreau, j'ai voilà, on doit pas se voir qu'en victime. On a à peu près tout expérimenté de mon point de vue et je me suis aussi vu dans des vies où j'étais pas très sympa non plus du tout et voilà, que j'ai fait du mal aussi. Mais ça m'a permis aussi, ben, de donner de l'amour à ce petit, péruvien ou bolivien et quelque part me donner de l'amour, mettre du pardon aussi là-dessus en disant, bah, que c'était une expérience, à vivre aussi, qui était dure, mais qui était finalement une expérience de vie et puis ça m'a permis aussi de me pardonner à moi, de dire: «Ben, je sais pas toutes les fois où j'ai été bourreau, où j'ai pas été quelqu'un de bien, dans le passé, mais je me pardonne, je me demande pardon, je demande pardon à ceux à qui j'ai fait du mal, parce que maintenant je voudrais être quelqu'un de bien, quoi». Voilà, simplement. Et tu as ressenti un impact réel dans ton quotidien aujourd'hui? Ce côté justement intégration de la dualité et acceptation? Ah ben, oui, 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 vraiment. Je pense que quelques, mois après, j'avais l'opportunité de franchir le seuil de ce qu'on appelle l'amour inconditionnel. C'est venu, alors je peux me tromper dans les dates, mais je dirais peut-être un an après à peu près, je me suis senti passer le seuil de l'amour, inconditionnel
et aujourd'hui encore, je crois on est 17-18 ans après, je sens que c'est quelque chose qui a continué de se construire, mais qui est là. Oui, oui, j'essaye vraiment dans ma vie, de ne plus positionner, les choses entre bien, mal, les autres, sont mal, moi je suis bien ou vice versa, mais simplement d'essayer d'être quelqu'un de bien de façon continue et permanente et puis, quand je vois des choses, pas terribles, d'abord essayer de se faire respecter, avec du cœur et puis aussi mettre du pardon parce que de voir la souffrance chez l'autre, celui qui n'agit pas bien, c'est qu'il a des souffrances. Mmh. Depuis on a couvert tout un tas de sujets qui, pour beaucoup peuvent paraître, très illuminés. Hem, je je serais curieux d'avoir, un petit peu d'en connaître un petit peu plus sur ton background, sur, ta profession, ce que tu fais dans la vie, pour montrer aussi, le côté, peut-être plus, terre à terre et traditionnel, classique, on va dire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui sont en train de s'ouvrir à tous ces éléments-là, qui ont encore des vies très classiques, traditionnelles et qui ont peut-être du mal à allez, à aligner les 2. Donc je serais curieux d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors d'abord, moi je suis pas prosélyte, hein, je suis pas là pour convaincre qui que ce soit et puis ensuite, c'est vrai que parfois on me le demande en conférence, on me dit, «Mais est-ce que tu es sûr de ce que tu nous dis?» et cetera. Alors d'abord, je suis sincère quand je parle là, je te parle sincèrement et je parle aux gens sincèrement. Si je me Et je trompe, crois que ça se bah, ressent. C'est ça que j'aime bien j'en avec toi, serais c'est sincèrement ça se dé ressent voilà. dans ta manière de J'en t'exprimer. serais vraiment désolé si je me trompais vraiment, je demanderais pardon d'avance. Je dis: «Ben, j'en suis désolé, mais par contre, une chose est sûre, c'est que j'aurai aucun regret», d'abord et après je reviendrai sur qu'est-ce que je fais ou mon background, mais d'abord ça, c'est important, c'est-à-dire que j'aurai pas de regrets. Heu, Cette vision de réincarnation, m'amène à une remise en question, continue, à une progression en tant qu'homme et devenir un homme meilleur aujourd'hui. Et donc, si même, la ma vie à ma mort, je m'apercevais que tout était faux, que je m'étais trompé, que ma NDE c'était juste un rêve et cetera, j'aurais pas de regret. J'aurais peut-être le regret d'avoir dit des choses inexactes, ça oui, mais j'aurais pas de regret parce que l'homme que je suis aujourd'hui, il est bien plus heureux dans sa vie que l'homme que j'étais il y a 20 ans avant de commencer ce chemin. Même si je me trompais, d'avoir essayé de progresser, d'avoir essayé d'être une bonne personne, m'amènerait à avoir aucun regret, sur ce parcours. Ça, c'est vraiment important. Alors ensuite sur le parcours, c'est important peut-être de reprendre le parcours après l'accident d'escalade. C'était parce que c'était un moment où je voulais arrêter mes études, je voulais faire que du sport, donc je me suis retrouvé, 1 an à faire, que de la rééducation et des choses comme ça. Donc j'ai passé mon bac, j'ai repris le sport à fond et mais au bout de quelques années, vers 22 ans, les médecins qui me suivaient m'ont dit, «Faut va falloir arrêter quoi, parce qu'en fait votre corps est tellement abîmé que si vous continuez, peut-être à 35 ans, vous arriverez plus à marcher tellement vous aurez de rhumatisme articulaire ou de choses comme ça». J'avais aussi réalisé que je ne serais pas champion olympique, que voilà, j'étais pas au niveau là-dessus, je me suis dit: «Bah, qu'est-ce qu'il va falloir faire?» et heureusement, le système français qu'on décrit aussi décrit si souvent et qu'on dit qu'il est pas bien fait, mine de rien, quand on a été soit sportif de haut niveau, soit été professionnel, on a des concours réservés dans des grandes écoles et donc grâce à ça, j'ai pu intégrer, l'École supérieure de commerce de Paris, qui est avec HEC, l'ESSEC, les 3 grandes écoles françaises de business. Ça a été, une expérience, un peu difficile parce que mais très, très utile. Je me suis retrouvé, étudiant à Paris. Avant ça, j'étais le roi du bac à sable. Vous savez, quand vous vivez, grandissez dans une station de ski, vous connaissez tout le monde, vous êtes connu de tout le monde, donc vous êtes le Ouais. roi, mais d'un bac à sable et donc de me retrouver à Paris où tout le monde n'en avait absolument rien à cirer du grand skieur que j'étais, en blaguant, ça a mis une grande claque, au niveau de l'ego, mais qui a été très salvatrice et je me suis dit: «Bah, là, mon petit gars, pas grand-chose finalement, tu te prenais peut-être pour quelqu'un, mais tu es pas grand-chose». Ça a été par contre des études passionnantes, ça vraiment ça m'a intéressé. À la sortie de ça, je connaissais rien aux entreprises, j'avais, que ce soit Mmh. familialement ou autre background, donc j'ai intégré, Ernst& Young qui est un des je crois actuellement encore le premier, le plus grand cabinet d'audit, mondial, donc Mmh. dans de l'audit, commissariat aux comptes. Rapidement, il y a un client qui a trouvé que je posais des questions pas trop bêtes, donc à 27 ans, je crois, je suis devenu, contrôleur financier adjoint d'une division, d'un groupe coté en bourse, une division qui faisait un peu plus d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, voilà, à 27 ans. Donc on est là, on est loin des vies passées et du spirituel. Ah, Puis, surtout contrôleur de gestion, quoi, c'est tu vraiment très loin. voilà, c'est ça et puis ensuite, on m'a envoyé, en Suisse
pour comme directeur administratif et financier d'une multinationale suisse avec des usines un peu dans le monde entier, qui était en difficulté. Donc j'y suis arrivé, je m'y suis mis à fond, j'ai bossé comme un fou, Mmh. tellement bien qu'au bout de 2 ans, on m'a même pas 1 an, on m'a mis, directeur de la stratégie de ce groupe, puis directeur des ventes, président directeur général de cette entreprise alors que j'avais 34 ans. Donc je me suis retrouvé PDG de multinationale à 34 ans et ce qui est très intéressant, c'est que, plusieurs choses se sont passées. D'abord, heu, j'ai réalisé que le bonheur ne viendrait pas par ma réussite extérieure. J'avais toujours réussi et pensé que le jour où je réussirais, je serais heureux. En fait, en ayant réussi, j'étais pas malheureux, mais j'étais pas plus heureux que la veille de ma nomination. Donc déjà ça, c'était la première chose importante. Et c'est bien de Ensuite, s'en rendre quand compte j'ai à 34 ans et pas, oui, à 60 oui, ans oui, comme beaucoup. c'est vrai, tout à fait. Ensuite, j'ai réalisé que, ce goût de la réussite que j'avais eu dans le sport ou dans les affaires, venait en fait d'un manque d'amour de moi. J'avais besoin d'une vision extérieure aimante pour moi ou admirative pour avoir un sentiment de valeur et donc ça non plus, c'était pas l'idéal et qu'il allait falloir apprendre à m'aimer et enfin, c'est une anecdote amusante, quand j'ai été nommé PDG, donc à 34 ans, j'ai mon ego qui a gonflé pendant exactement une semaine. Pendant une semaine, j'ai eu le melon, mais je me dis que c'est humain, voilà, de réussir ça à 34 ans. C'était pas la boîte à papa-maman, hein, c'était vraiment en plus à l'étranger, enfin, Mmh. c'était pas facile et donc pendant une semaine, j'ai vraiment eu la grosse tête. J'ai dû être assez désagréable pendant cette semaine-là, je pense, mais exactement au bout de 7 jours, ça a dégonflé et il y a quelque chose en moi qui a dit: «Maintenant que tu as le pouvoir, tu dois devenir un homme meilleur. Tu dois en faire un bon usage». Mais c'était plus le meilleur de la performance que j'avais entendue, toute ma vie jusqu'à là, mais c'était plutôt un meilleur lié à la bonté et donc j'avais commencé un travail personnel juste avant et là je m'y suis mis, plutôt à fond. Alors c'est amusant parce que j'étais allé voir la première personne qui m'avait conseillé, c'était une sorte de chamane, au Tessin, donc parce que je vivais en Suisse italienne et je m'étais pointé, chez elle qui ressemblait un peu à une indienne, c'était une maison mais pas un peu bordélique on va dire. Voilà, c'était, ouais, c'était un peu spécial et moi je me suis pointé avec mon costard cravate et ma Porsche et c'était rigolo de voir ce contraste en Contraste. fait, mais qui était vraiment bien et qui était vraiment quelque chose de chouette et cette dame-là m'avait dit tout de suite, «Vous avez l'énergie du guérisseur». Je lui avais dit: «Mais qu'est-ce qu'elle me raconte comme bêtises?» mais vraiment, je m'étais dit: «Bah, ah là, vraiment c'est n'importe quoi». Donc mais elle avait semé elle aussi des graines. Et donc après, 2 ans de PDG à la suite du reste, j'étais assez dégoûté de cette vie-là, en fait, vraiment. Mmh. En termes de valeurs personnelles, je prends souvent un exemple, on m'avait demandé l'actionnaire, parce qu'on était coté en bourse au règlement mensuel à Paris, l'actionnaire m'avait demandé, par exemple, de maintenir, contenir les augmentations de salaire du groupe à 1. Donc OK. Il y a des pays où il y avait beaucoup d'inflation, donc c'était des gens qui étaient ouvriers, donc c'est pas facile. J'avais fait passer le message, j'étais allé voir un peu tout le monde dans le monde pour leur parler directement, leur expliquer pourquoi il fallait faire ces efforts. Et quand moi je suis arrivé à Paris, pour mon augmentation de salaire à moi, on m'a proposé une augmentation de plus de 7. Et là, je leur ai dit: «Mais non, mais vous allez pas bien, non, moi je veux 1 comme tout le monde». Voilà. «Ah non, non, mais ouais, mais les gens le sauront pas, Non, non, mais moi je le saurai. Moi je mange tous les jours à la cantine avec les ouvriers, je les vois, partout. Ah non, non, c'est hors de question. Je veux 1 comme non». Mais je me suis vraiment dit: «Voilà, on est dans un monde, où les riches, demandent plus de richesses et où finalement on demande à des gens qui gagnent pas très bien leur vie de faire encore plus d'efforts que nous, quoi». Moi, je gagnais Mmh. très, très bien ma vie, mais 7 d'augmentation, bien sûr que c'était chouette et ça aurait été rigolo, mais j'en avais absolument pas besoin. Tandis qu'il y a des gens, 1 ou 2 ou 3 d'augmentation de salaire, ça leur permet de mieux vivre et de mieux nourrir leurs enfants. Et c'est Mmh. le genre de choses, j'en pouvais plus, vraiment, cette absence de conscience parce que pour moi, en tant que PDG, j'avais une responsabilité vis-à-vis des salariés aussi. Bien sûr, vis-à-vis des actionnaires qui étaient propriétaires de la société, j'avais des responsabilités. Mais vis-à-vis des ouvriers, oui, j'avais une grande responsabilité aussi et je pouvais pas continuer comme ça, quoi. Voilà, donc c'était comme ça. Je sentais que j'étais arrivé au bout de l'histoire et Mmh. donc j'ai démissionné de tout. J'avais, bien gagné ma vie, j'avais bien géré mon argent, j'avais fait quelques «bêtises» entre guillemets comme la Porsche qui c'était pas quelque chose d'indispensable, mais globalement j'avais bien géré mes sous et donc je me suis dit: «Cet argent doit être une liberté. Ça doit pas être une contrainte ou
on a le goût à avoir toujours plus, ce qui est hélas le cas chez pas mal de gens qui ont de l'argent. Mais je me suis dit: «Bah, tu as une liberté fantastique, tu as de l'argent, tu peux te permettre de faire ce que tu sens être juste» et ce que je sentais être juste, c'était, heu, en accélérer ma transformation personnelle et donc j'ai démissionné de tout. J'ai participé à des stages de développement personnel en Europe, je suis allé en Inde dans des ashrams, j'ai rencontré des gens extraordinaires, j'ai rencontré des charlatans complets, des abuseurs aussi. Mais tous m'ont appris des choses, m'ont appris ce qui était bien de faire, ce qui Mmh. n'était pas bien de faire non plus, donc tout ça a fait partie de mon expérience, quoi, voilà et à un moment donné, les gens de mon entourage, immédiat, mais même un peu plus éloignés, ont vu que j'étais un peu plus rayonnant, que j'étais bien dans ma vie, Mmh. ont commencé à me demander comment ça se faisait, comment s'était déroulée cette transformation et donc j'ai commencé à partager ça puisque je ne m'estime pas supérieur aux autres ou particulièrement doué. Ce que j'ai fait par contre, avec certitude, c'est qu'à partir du moment où j'ai décidé de faire ce chemin vers moi, c'est le titre, d'un de mes livres qui est, «De la survie à la vie, un chemin vers soi». J'y ai mis, toute mon énergie, mon temps, j'ai fait comme le sportif que j'avais été, c'est-à-dire qu'avec rigueur et engagement, j'ai fait cette transformation et c'est comme ça que, bah, j'ai commencé à aider des gens, à la fois en développement personnel et puis j'ai retrouvé aussi mon vieil amour du sport, donc où je m'occupe aussi de performance, mentale pour des sportifs de haut niveau. Donc, au fond, pour tout le monde, c'est exprimer sa potentialité. Mmh. C'est ça le vrai trait, exprimer qui nous sommes vraiment, que ce soit dans la vie courante ou dans le sport de haut niveau. On peut pas être plus heureux que quand on exprime qui nous sommes vraiment, quand on exprime nos qualités, en fait. C'est ça Mmh. qui est chouette. Merci pour ce partage. Quand tu en parles, c'est une histoire assez inspirante et ça a l'air d'être une suite logique, sans friction. Je pense Ah, que ça le saut que tu as fait de tout laisser tomber pour commencer OK. un développement personnel, c'est peut-être un saut qui fait peur pour beaucoup de gens. Est-ce que toi, tu l'as ressenti aussi? Tu vois, tu parlais de ton entourage aussi. Est-ce que c'est l'entourage qui t'a immédiatement soutenu ou, est-ce que tu as ressenti de la friction? Comment est-ce que toi, tu as vécu et quelles ont été certaines difficultés justement de ce virage? Bah, c'est vrai que raconter comme ça et je mens pas, c'est vrai, le chemin s'est passé comme ça. Mais, alors j'ai eu la chance d'avoir un entourage immédiat, mes parents, ma sœur, pour citer qu'eux, qui ont, été surpris, mais qui ont accompagné. Par contre, alors un peu plus loin, ça s'est déchaîné, enfin, j'étais tombé dans une secte, j'étais devenu cinglé, je devais être en dépression, enfin, j'ai entendu de tout, y compris essentiellement par les gens peut-être qui m'avaient un peu jalousé, précédemment, puis à qui aussi j'avais dû faire sentir ma supériorité, sûrement pas réelle, mais voilà, c'était ça. Donc là, il y a eu vraiment des grosses vengeances. Il y a même eu un phénomène, particulier, c'est-à-dire que j'ai parlé tout à l'heure d'amour inconditionnel. J'étais à l'époque marié, donc ça, après l'entreprise, je me suis marié. J'ai rencontré quelqu'un qui faisait aussi un chemin spirituel. On s'est mariés et au moment où j'ai franchi le cap de l'amour inconditionnel, c'était en allant voir quelqu'un qui s'appelle Amma, je ne sais pas si tu connais, est une indienne, assez extraordinaire, hein, une indienne d'Inde qui, prend les gens dans les bras, qui est une sorte de mère, collective. Quand on va la voir, dans une session et c'est 10, 15, 20, 30 000 personnes, hein, quand elle se déplace, y compris en Europe. On est dans quelqu'un de un poil plus connu que moi, en blaguant. Elle prend les gens dans les bras et vraiment on sent, elle déverse son amour, un amour, d'une mère, mais une mère, lumineuse, qui est pas dans l'amour conditionnel justement. Donc c'est quelque chose d'assez chouette à vivre et donc on était allé la voir, à Winterthur de mémoire en Suisse avec celle qui sera après mon ex-femme justement Mmh. et quand on arrive en couple, devant Amma, elle vous prend les 2 en même temps dans les bras parce qu'il y a tellement de monde, il y a une queue telle que ça permet d'aller un peu plus vite et moi je sentais que j'étais en train de travailler cet amour inconditionnel pour moi et pour les autres. J'avais appris à m'aimer un petit peu, je Mmh. commençais à m'aimer aussi et donc aussi pouvoir aimer de façon plus juste les autres et quand on est arrivé devant Amma, elle a stoppé mon ex-femme, elle a demandé à me prendre seule dans les bras donc les gens étaient un peu surpris autour parce qu'elle a tout un entourage, puis voilà, puis elle m'a pris dans les bras et puis elle a, dit une sorte d'incantation dans sa langue, et qui finissait comme un peu un coup de bélier dans ce que je voyais pour moi sur ma poitrine. Là, je voyais comme un mur en briques
Et donc Mmh. elle a dit quelque chose, na et j'ai vu comme ça faisait un coup de bélier sur ce mur en briques qui s'est mis à tanguer. Donc moi, j'ouvrais les cellules de mon corps pour que ce mur de briques tombe Mmh. et les gens allaient me faire relever. Elle a dit: «Non, non», elle m'a gardé dans les bras. Elle a refait une deuxième fois, puis une troisième fois et la troisième incantation, j'ai vu le mur de briques tomber. J'ai réalisé que là, je franchissais le seuil dit de l'amour inconditionnel. Pourquoi je parle de ça? C'est que derrière, j'ai vécu l'enfer à partir de là. C'est-à-dire que l'amour inconditionnel a complètement fait imploser celle qui était mon épouse. En fait, on était 2 personnes bancales appuyées l'un sur l'autre. On avait nos souffrances, on avait donc on l'amour de l'autre nous tenait debout et nos manques d'amour étaient compensés par l'autre et cetera. Donc on était 2 personnes bancales, je vraiment. Et quand moi je me suis redressé quelque part, ben elle, ça l'a mis dans un mouvement de panique, mais absolu, vraiment absolu. Et donc, avec, des menaces qui étaient, «Si tu arrêtes pas, je m'en vais, je suis pas heureuse comme ça» et moi je lui disais: «Ben, je t'aime, donc je te veux heureuse, donc si tu es pas heureuse avec moi, il y a aucun problème, je vais t'aider à ce qu'on se quitte» et donc c'est ce qui s'est passé. Alors là, par contre, elle m'a fait vivre l'enfer, les années suivantes, elle s'est vraiment déchaînée, dans tous les amis qu'on avait, en les appelant, même à mes parents. Elle leur a dit des abominations. Ils ont jamais voulu me dire ce qu'elle avait dit parce qu'ils ont dit que c'était affreux, donc bon, ben, voilà. Ça a été quelque chose de terrible, mais ça a fait partie, comment on pourrait dire? On dit, «Ce qui ne nous tue pas, nous rend plus forts». Alors je suis pas tout à fait d'accord. Pour moi, le vrai slogan devrait être: «Ce qui ne nous tue pas peut nous rendre plus forts». Là, ça m'a fait me poser sur une véritable foi en moi, me dire que, bah, j'avais des ressources, j'avais de la puissance et que même si je devais perdre, tous mes amis, en plus de ma femme et cetera, c'était pas grave, puisque je sentais que c'était quelque chose de plus important qui m'appelait. C'était quelque chose qui venait, de bien plus loin que ça et donc, bah, tant pis. Si c'est l'épreuve que je devais passer, je la passerai et je changerai pas mon cap en tout cas. Mais ça a été vraiment dur. Toi, tu me demandais tout à l'heure, non, là, ça a vraiment, vraiment été dur. Je dirais que pendant, ouais, on va dire 2 ans, j'ai vécu les 2 pires années de ma vie, vraiment. Mais j'ai aucun regret. C'est-à-dire que, voilà, pour tout l'or au monde, je ne reviendrai pas avant ces 2 années-là pour les revivre, ça c'est sûr. Mmh. Mais j'ai aucun regret parce qu'elles m'ont fait grandir. Elles ont fait l'homme que je suis aujourd'hui, qui est pas quelqu'un de parfait, mais qui est quelqu'un qui sait où il va et qui est bien dans sa vie, quoi. Mais ça a été dur, vraiment. Tu parlais de, de cette, chamane que tu as rencontrée au début Oui? de ce nouveau chemin, qui te disait que tu étais, un guérisseur. Comment est-ce que tu l'as compris à l'époque et comment est-ce que tu le comprends aujourd'hui? À l'époque, non, je l'ai pas compris. Je me suis dit, s'appelait Leïla, maintenant son prénom m'est revenu et qui était vraiment quelqu'un de chouette et alors je me suis dit: «Non, mais elle est complètement neuneu ou elle dit ça pour me faire plaisir, peut-être me flatter», enfin quelque chose comme ça. Après, elle m'avait dit quelque chose d'intéressant, elle m'avait dit: «Tu as déjà eu des accidents graves?» «Oui» et elle me dit: «Tu t'es remis comment après?» et j'ai repensé, effectivement, les médecins avaient trouvé assez miraculeux la façon dont je m'étais remis, de toutes ces séquelles. Elle me dit: «Bah oui, tu vois, ça, c'était déjà l'énergie du guérisseur que tu avais utilisée pour toi inconsciemment». Bon, après j'ai compris aussi que parce que j'ai eu, là sur cet accident, j'ai eu 21 fractures, mais au total dans ma vie, j'ai dû être à 26 fractures. J'ai eu 5 autres fois des accidents et cetera. Effectivement, après réflexion, hein, des années après, je me suis aperçu qu'il y a un côté de moi qui aimait ça, non pas, la douleur de l'accident, pas particulièrement masochiste, mais qu'une fois que la une fracture était faite, derrière, le corps se mettait dans une énergie de guérison et que je pense qu'inconsciemment, ça me mettait dans une énergie que j'aimais bien. Donc je détestais la douleur de l'accident, clairement, mais après derrière, la remise en route était quelque chose qui me nourrissait et c'est là où je pense que ça faisait écho à cette énergie de guérisseur. Alors aujourd'hui, moi je sur mon site internet, c'est marqué thérapeute, c'est pas marqué guérisseur, au service de la vie et donc pour moi, tout ce qui est magnétisme est un plus ou un accompagnement que je fais, avec les gens. Mais ce qui est plus important pour moi, c'est de guérir les causes et pas les effets. Et la tendance en tant que guérisseur, ça serait peut-être de guérir que les effets. C'est hélas, ou pas hélas, c'est ce que fait souvent la médecine moderne, c'est-à-dire qu'elle Mmh. soigne, les effets. Je pense qu'il vaut mieux traiter les causes
en parallèle des effets en tout cas, voilà, il faudrait pas, bien sûr que quelqu'un qui est gravement malade, il faut des médicaments, il faut de l'aide et cetera. Mais il faut surtout essayer de se poser la question: «Pourquoi j'en suis là?» Et donc ce que j'essaye de faire avec les gens, c'est d'abord de travailler sur les causes, en même temps qu'on essaye de soulager les effets, de façon complémentaire à la médecine moderne. Je trouve, c'est comme on disait, le bien, le mal, l'opposition. Pour moi, la médecine moderne, est quelque chose d'utile. Quand je me suis cassé ma jambe ou les vertèbres, j'étais content qu'on me mette un plâtre, on m'a même donné des opiacés pour supporter la douleur. Vraiment merci, merci grandement. Et des fois, quand j'ai des gens qui viennent me voir, qui ont un cancer ou quelque chose comme ça, je leur dis: «Suis ton cheminement, va fais ta chimiothérapie, ta radiothérapie. Je vais t'accompagner par contre pour les effets secondaires, surtout la radiothérapie, et la chimio, d'essayer de mieux supporter les traitements. Ça, je vais t'aider à le supporter, mais s'il te plaît, fais les protocoles tels que ils te sont recommandés. Et puis, on va en parallèle essayer de travailler les causes, ce qui augmentera la probabilité, d'avoir une guérison et en tout cas de ne pas avoir de récidive, quoi, voilà. C'est plus ça que je vois maintenant. Quand tu parles de causes, c'est du coup une approche peut-être un peu plus holistique et Oui, est-ce que c'est des causes, énergétiques, psychologiques, psychiques? Comment est-ce que c'est toi ça. tu ou il y a un peu de tout? Il y a un peu de tout, il y a un peu de tout. Il y aura de toute façon jamais, «Ah bah, c'est en 6e, il y a un tel qui m'a tiré la couette, et ça m'a traumatisé». Il y a pas un événement traumatique ou rarement un événement traumatique, mais c'est une façon, pour moi, c'est plus une façon de vivre, d'aborder les choses, de s'être, oui, convaincu même qu'on n'était pas heureux de vivre. Les gens, si on je me dis: «Oh bah, la vie m'emmerde, je suis pas bien dans ma vie», quelque part, au bout d'un moment, on enclenche aussi, des maladies, des choses comme ça. Les correspondances entre, alors je suis pas du tout un spécialiste, mais je trouve assez juste, des correspondances entre des maladies, des problématiques à un endroit avec, le fait, d'avoir une souffrance émotionnelle, donnée. Pour l'anecdote, j'ai dit 21 fractures dans cet accident d'escalade, plus 5 autres sur différents événements, donc ça fait 26 fractures dans ma vie, ce qui est quand même un bon score. Mmh. Sur ces 26 fractures, il y a les 5 vertèbres, donc ça, on peut dire que c'est au milieu du corps, hein. Il y en a une fracture à droite et 20 fractures à gauche de mon corps. Là, on peut dire, il y a peut-être pas que le hasard. Et pour moi, la partie gauche, c'est notre part émotionnelle. Notre part, c'est cerveau droit, partie gauche, c'est la partie émotion, moi, ce que j'appelle le féminin. Et Mmh. donc, très clairement, quand je voulais être un champion, de ski, mon féminin et ma part émotionnelle, je la voyais inconsciemment comme l'ennemi. C'est parce que j'avais des émotions, de la peur de réussir ou de pas réussir, qui faisait que j'étais pas performant, sur les skis, en fait. Et mon Mmh. inconscient me poussait à essayer de casser ce féminin, ces émotions qui finalement, m'amenaient, c'était faux, hein, mais m'amenaient pour moi à l'échec, en fait. Donc mon inconscient amenait bien, à taper et lutter, casser ce qui était une partie de moi, en fait, oui. Et l'intégration de mon féminin et trouver aussi ce côté intuitif, le respecter, l'écouter, a fait partie de mon cheminement personnel parce que le masculin, je l'avais bien, l'action, ça allait bien. Et Mmh. on peut être qu'heureux si on a ce couple intérieur qui fonctionne bien. Quand tu racontais l'histoire de ton expérience de mort imminente, tu as mentionné que tu avais cette alarme qui s'était allumée, Oui. juste avant de grimper. Comment est-ce que tu comprends cette alarme aujourd'hui? Est-ce que c'était, ton subconscient qui te parlait? Est-ce que tu penses qu'on est peut-être guidé et que tu as une petite voix qui a voulu te guider à ce moment-là? Quelle est ta compréhension aujourd'hui? Oui, c'est exactement ça. Pour moi, c'est ma conscience supérieure, c'est mon être, pas le petit personnage, mais l'être, qui m'envoyait un signal. Et aujourd'hui, c'est vraiment pour ça que j'ai appelé «De la survie à la vie, un chemin vers soi», mon premier livre, parce que j'avais l'impression, pendant longtemps, j'ai survécu. C'est comme si je voyais un petit personnage qui s'appelait Eric, je le voyais vivre, et des fois, j'aurais aimé lui dire: «Va pas là, fais pas ça», et ce petit personnage vivait. Donc je me sentais spectateur de ma vie, et souvent les gens m'ont dit: c'est quelque chose qui leur parlait aussi, le sentiment d'être un peu spectateur de ce qu'ils vivaient et de pas toujours être acteur. Et donc la partie acteur, reprendre les choses en main, ça c'était mon être, et c'est cet être, là, qui m'avait envoyé un signal en disant: «On n'y va pas, là il y a un problème», c'était mon intuition, c'était mon féminin aussi qui normalement est capable de capter ça, qui m'envoyait un message et que j'ai entendu mais que j'ai pas voulu écouter. Pour l'anecdote, quelques années après, donc avec mon père, guide de haute montagne, on était en Savoie et on voulait aller faire une voie d'escalade, en haute montagne, très belle voie, moderne, difficile. On était une cordée,
très expérimentés. On est parti de la maison, il faisait grand, grand beau. On est parti de la maison, la voiture démarrait pas. Bon, on a réparé, bricolé, on a pu partir. En route, on a crevé, un pneu. On s'est arrêté, on a changé le pneu. Mais on commençait à se regarder, à se dire, ça fait quand même quelques signes, hein. Et on parlait d'escalade. Moi, les signes où quand j'ai pas écouté les Mmh. signes, je l'avais payé très, très cher. On est quand même allé au pied de la voie, D'ailleurs, c'est drôle que tu sois c'était pas dégoûté à vie de l'escalade. Moi, je pense que c'est ça. Je fais un non, petit peu non, d'escalade, ouais. bon, pas du tout de haut niveau. C'est un peu toujours la petite crainte que j'ai dans ma tête, c'est imagine le matériel lâche, le jour où bah, c'est arrivé une fois, c'est fini, hein, il y a plus d'escalade, Le truc, vas-y. c'est que normalement, si on fait bien les choses, il Ouais. y a pas de danger, hein. Si on fait les choses correctement, il y a pas de danger. Là, mon accident, il était lié à une mauvaise utilisation du matériel, hein. Mmh. Mais là, en tout cas, on est allé, donc c'était à Pralognan, pour ceux qui connaissent en Savoie. On a fait la marche d'approche. Après, c'était une paroi rocheuse de 200 ou 300 mètres de haut. C'était vraiment conditions météo impeccables, tout était bien. Mais on n'était plus si enthousiaste que ça et on a fait 2 longueurs d'escalade et on a discuté ensemble et on s'est dit: «Mais tu as du plaisir là aujourd'hui?» Et lui et moi, on s'est dit: «Ben non, il y a quelque chose qui va pas». Donc je lui ai dit à mon père: «Bah écoute, hein, moi la dernière fois qu'il y avait quelque chose qui allait pas et que j'ai pas écouté, je l'ai payé cher, donc on est redescendu». On est redescendu, alors que vraiment, objectivement, il y avait aucun signal de danger, de problème à venir. Mais là, je me suis dit: «Non, une fois, j'ai pas écouté et je l'ai payé cher, il faudrait vraiment être couillon pour pas écouter, cette Mmh. fois-là». Donc on est redescendu. Donc, aujourd'hui, ce signal, cette lampe rouge, quand je la vois, j'essaye vraiment d'écouter. Parfois c'est subtil, parfois c'est moins subtil, mais il y a moyen de s'entraîner à écouter cette petite voix interne. Parfois comme dans ce cas-là, on ne sait pas ce qui se serait passé, mais parfois on voit clairement ce qui se serait passé. Typiquement, une petite boule qui dit: «Je dois pas prendre l'avion» ou «Je dois arriver en retard pour prendre cet avion» et qu'on voit l'avion qui se crache. Enfin, il y a tout un tas d'événements et de synchronicités comme ça qui, pour l'œil non entraîné, pourraient paraître des drôles de coïncidences, heu, mais qui souvent pour les gens qui en font l'expérience sont bien plus que des coïncidences. Même si quelque part, il y a aussi une part de destin, parce que j'avais lu, alors je sais pas si j'espère que l'histoire est vraie, hein, sinon je vais dire une bêtise, mais que sur le fameux vol Paris-Rio, il y aurait eu, qui s'est écrasé en mer, il y a quelques années là, il y aurait eu, Rio-Paris pardon, c'est dans ce Mmh. sens-là. Il y aurait un couple d'Italiens, qui aurait loupé l'avion, donc chance extraordinaire. Ils ont pris un avion plus tard, je crois de mémoire sur Munich et ensuite ils ont loué une voiture pour rentrer en Italie du Nord où ils devaient aller et ce couple d'Italiens se serait tué, dans un accident de la route en Autriche. Donc quelque part là, voilà, le Ils avaient beau destin, faire ce qu'ils voulaient, leur ouais, était arrivé. ouais et il y a une autre histoire dans l'autre sens. Là pareil, hein, je présente mes plus plates excuses si jamais c'est un mythe, que c'est faux, qu'il y aurait eu, le fameux, vol Lyon, Strasbourg qui se serait écrasé sur le mont Saint-Odile, il y a très longtemps. Il y aurait un passager, qui, en allant à l'aéroport de Lyon, a eu un terrible accident, là, sur l'autoroute pour ceux qui connaissent. Vraiment où normalement on n'en réchappe pas. Il en a réchappé, sauf que, ben, avec cet accident, il a loupé son avion. Il a pris le suivant. Le suivant, c'est celui qui s'est écrasé sur mont Saint-Odile et il fait partie des quelques rescapés, de cet accident. Donc lui, c'était vraiment pas son jour aussi. Donc il y a les 2. Il y a je pense que voilà, il y a une part de déterminé et puis il y a aussi des options à prendre et donc si on peut éviter de s'exposer trop, je trouve que c'est pas mal, quoi. Est-ce que tu aurais un message que tu aimerais, laisser à l'audience qui nous écoute aujourd'hui? Un message de la fin, qui fait peut-être, le résumé ou la conclusion de tout ce qu'on a discuté aujourd'hui? Je dirais, essayez de ne plus survivre mais vivre, voilà. Essayez d'écouter vos intuitions et votre cœur. Mais en gardant le bon sens, toujours garder le tamis du bon sens, se dire: «Ce que je ressens comme intuition, est-ce que ça a quand même un minimum de bon sens?» S'il me venait là d'aller, me balader tout nu dans le village, l'intuition de ça, je pense que le bon sens me dirait: «C'est peut-être pas la peine parce que tu vas finir soit en asile, soit à la police». Mais écoutez globalement vos intuitions et puis surtout je dirais, apprenez à vous aimer. En fait, on ne s'aime pas beaucoup, on n'est pas dans l'amour de soi. L'amour de soi, c'est pas le narcissisme, hein. Le narcissisme, c'est l'amour de l'image de soi. Tandis que l'amour de soi, c'est d'être, quelqu'un d'amitié amical avec soi-même, encourageant avec soi-même comme on l'est avec les amis. Et ça, ouais, c'est Et vraiment ce qui est drôle, c'est que le vrai amour de soi passe souvent par une déconstruction de l'ego aussi.
Donc c'est vraiment, non seulement c'est pas ça, c'est vraiment parfois l'opposé, quoi. Exactement, l'ego, l'ego, c'est pas de l'amour de soi, hein, vraiment, et voilà, faites ce chemin avec tendresse, avec amour pour vous, en essayant de faire de votre mieux. On peut pas faire mieux que son mieux, voilà. Mais je pense qu'il y a pas d'autre but dans la vie que d'apprendre à sortir de l'ego pour aller vers l'être, et c'est un chemin que je ne regrette pas de toute façon, d'avoir entrepris et que je vais continuer encore. Super, merci Eric. J'ai quelques petites questions que je pose à tous mes invités sur la fin des Oui, interviews. La première, qu'est-ce que vivre une vie épanouie signifie pour toi? On a déjà peut-être mentionné quelques éléments tout au long oui, de cette discussion. être moi, être en ligne avec ma conscience et essayer d'être un homme bien, au quotidien avec moi et avec les autres. Et si tu avais un conseil à donner au Eric de 20 ans, lequel serait-il? Tu vas en chier, mais lâche pas. Ça va pas Très être bien. facile, mais voilà, tu y arriveras et ne lâche pas. Et où est-ce que les gens peuvent en apprendre plus sur, le travail que tu fais? Tu as mentionné des livres. Où est-ce que les gens peuvent rentrer en contact avec toi ou juste en apprendre plus sur ton histoire et ce que tu partages? Et donc, déjà en tapant Éric Pession, P-E-2-S-I-O-N sur internet, ils vont trouver mon site internet, et puis j'ai aussi une chaîne, YouTube où j'ai à force, voilà, je veux pas jouer le vieux con, donc on m'a demandé aussi de plus en plus de filmer des choses, donc sur une chaîne YouTube, je parle de ces expériences dont certaines ont déjà été évoquées là, pour qu'ils puissent m'accompagner. Puis après, oui, effectivement, j'ai écrit 4 livres. J'ai essayé d'écrire simplement pour que ce soit accessible, pour que ça parle pas trop à l'intellect, mais au cœur, et donc ça, c'est l'autre possibilité. Et puis enfin, j'organise, plusieurs fois par an des stages, de développement personnel en Périgord noir, sur le domaine de la source Périgord noir où je vis, qui est un lieu, très agréable pour les stages, mais aussi que où on loue pour des semaines de vacances, donc voilà. Donc c'est ici qu'on peut me rencontrer avec grand plaisir en tout cas. Super. Eric, merci infiniment pour tout ce que tu as partagé aujourd'hui et pour tout ce que tu as partagé, depuis, le début. Merci beaucoup. Avec grand plaisir, j'espère que ça parlera à certaines personnes et que ça leur fera du bien surtout. Voilà. Merci à toi vraiment de ton accueil. Et pour l'audience, je suis Rémi, vous regardez Point Zéro et je vous retrouve au prochain épisode. Ciao.